micro. On est content de vous retrouver pour ce début d'année 2027 et c'est l'occasion, à force d'avoir peur de 2026, pardon. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc c'est l'occasion de ce webinaire de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour donc l'année 2026 à venir. On va présenter aujourd'hui avec Coralie Ménard, donc de la direction de la communication de l'agence, le bilan des actions de la communication qui ont été réalisées en 2025. Et ensuite, Chloé Baron vous fera un retour sur les résultats de ce qu'on a appelé l'enquête moyen. Et cette enquête n'a pas été entièrement analysée, mais on a déjà analysé toutes les questions qui étaient relatives au stockage des gamètes et des embryons. Donc, on va vous faire un retour sur ce sujet. Voilà, donc je vous propose de passer la parole à Coralie donc pour ce bilan des actions de communication 2025. Bonjour à tous. Alors en effet, je vais vous faire un bilan de tout ce qu'on a fait dans le domaine de la communication l'année passée. Ah. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, pour rappel, les objectifs qu'on s'était fixés pour l'année 2025 étaient d'assurer le maintien de la notoriété du don de gamètes et de l'AMP en France. Ça signifie d'assurer la visibilité du sujet au niveau national pour que le sujet du don de gamètes et de l'AMP soit toujours à l'esprit de la société française et que la population ait toujours à l'esprit qu'il y a besoin de donneurs et contribuer au recrutement de nouveaux donneurs de spermatozoïdes et de nouvelles donneuses d'ovocytes. C'était le deuxième objectif. Et en fait, le premier objectif, c'est la notoriété. Elle permet de soutenir le deuxième objectif. La stratégie qu'on a adoptée pour atteindre ces objectifs, le premier, c'était de déployer des actions au niveau national. Alors, quelles sont ces actions nos 3 sites internet, nos réseaux sociaux, les relations presse, l'e-influence et les partenariats médias. Je vous le dis là, mais on va revenir dessus de toute manière dans la suite de la présentation. Des campagnes géolocalisées, c'est-à-dire que ce sont des campagnes de publicité uniquement visibles autour des 36 centres de dons et uniquement par nos publics cibles, c'est-à-dire les donneurs et les donneuses potentielles. Et puis, le troisième axe stratégique qu'on a développé était le dispositif hors média local que vous connaissez, c'est-à-dire le tour Fête des parents avec les 10 centres de dons. Donc voilà un aperçu du séquençage de l'année. Janvier-juillet, c'est-à-dire le premier semestre, on a déployé la première vague de médiatisation de la campagne que vous connaissez, qui est Fête des parents. Donc géolocalisée, ça veut dire qu'elle était uniquement visible par les populations habitant autour d'un centre de dons. Et on a développé des visuels spécifiques pour la Réunion et la Guadeloupe. Les autres visuels sont ceux que vous connaissez, qui sont utilisés depuis 2 ans. On a organisé un sketch avec Élodie Arnoux, c'est une humoriste qui a fait un sketch dédié au don de spermatozoïdes et notamment au fait que nous avons besoin de donneurs racisés sur le don de spermatozoïdes en particulier. Et nous avons organisé un live Twitch avec l'influenceur Jean Massier, avec Claire Devienne et 2 donneuses un donneur et une donneuse qui étaient présents. Live Twitch qui a duré environ 1 heure. Pareil pour sensibiliser aux besoins en dons et pour expliquer comment se passait un don, pourquoi on a besoin de dons, comment ça se passe l'AMP, etc. Et en juin et juillet, on a commencé à se rapprocher, à approcher les personnes LGBT en créant un flyer qui abordait le don de gamètes de manière générale, donc don de spermatozoïdes, don d'ovocytes, pas uniquement des brochures distinctes. Et on l'a distribué lors de marches de fierté dans 10 villes en France et lors du festival Solidaise. Ensuite, en septembre et en octobre, on a fait une deuxième vague de médiatisation de la campagne Fête des parents. De la même manière, autour des centres de dons, on a organisé le tour avec 10 nouvelles villes. Et ce tour était accompagné d'une campagne de médiation spécifique autour des 10 villes mobilisées pour faire venir sur le tour. Je vous en parler ensuite. Et on a créé un kit de mobilisation pour vous, centres de dons et d'AMP.
En continu, on a fait des relations presse, on a animé nos 2 comptes Instagram, Je donne mes spermatozoïdes et Je donne mes ovocytes. On a travaillé sur nos 3 sites internet et on a fait une refonte de brochure. Pour ce qui est des actions en novembre et décembre, j'ai préparé quelques slides à part. Donc ça, c'était un focus sur les actions qu'on a menées auprès des populations spécifiques. Qu'est-ce que ça regroupe ce terme un peu barbare? Donc d'abord des actions auprès des personnes LGBT, puisqu'on sait grâce à notre baromètre qu'on fait tous les ans que c'est une population qui est plus sensible aux dons de gamètes. Donc on a décidé de les adresser de manière plus particulière avec des outils sur mesure. Donc leur démarche de fierté, comme je vous le disais, mais on a aussi noué un partenariat avec le média PENT, qui est un média de référence auprès des personnes LGBT. On a réalisé un podcast, un micro-trottoir, des posts sur les réseaux sociaux. On a également organisé un spot audio qui a été diffusé en pré-roll de podcast. Ça veut dire avant, quand vous choisissez un podcast que vous voulez écouter, maintenant il y a souvent des messages publicitaires en amont. Donc on a réalisé un spot pour les diffuser en amont d'une sélection de podcasts. Et donc les marges de fierté, comme je vous le disais précédemment. On a négocié un partenariat avec le média digital Média Positif Afrique dans l'objectif de s'adresser aux personnes issues de la diversité pour travailler l'enjeu de la diversité, pour que la diversité parmi les donneurs reflète la diversité des personnes demandeuses d'un don de gamètes. Et on a aussi pour cela fait un partenariat avec la podcasteuse Tant que je serai noire, qui elle aussi organisé un message qu'elle diffuse en amont de 6 podcasts de 6 épisodes et vous pouvez encore l'entendre actuellement puisque ce partenariat court jusqu'au mois de février. Et à nouveau, on a réalisé un spot audio qui a été diffusé en amont de podcast. On a également mis en place des actions spécifiques auprès de la population de Guadeloupe et de la population de la Réunion. En Guadeloupe, on a noué un partenariat avec un influenceur local qui s'appelle Samora Curier, que vous voyez sur la photo. On a réalisé un podcast avec lui et il a interviewé une médecin du centre de dons de la Guadeloupe. C'était accompagné de publications sur les réseaux sociaux que sont Instagram et TikTok. On a également organisé des distributions de flyers dans les rues autour des centres de dons pour aller directement parler à la population, les rassurer, répondre à leurs questions, etc. Et on a également réalisé des interviews avec des donneurs et des donneuses ou des personnes qui avaient reçu, des médecins du centre de la Guadeloupe et négocié des articles. Pour la population de la Réunion, on a également fait des relations presse, on a également fait des distributions de flyers pour aller à la rencontre de la population. On a également réalisé 2 épisodes d'un podcast animé par une influenceuse et animatrice qui s'appelle Aurine Béton, avec les médecins du centre de dons, l'un dédié aux dons de spermatozoïdes, l'autre aux dons de ovocytes. Et puis, on a réalisé un spot audio pareil avec des messages spécifiques pour s'adresser aux populations de la Réunion, diffusées en amont de podcast et à la radio sur les ondes qui sont diffusées à la Réunion. Et on a réalisé 2 partenariats avec des influenceurs. Vous en avez peut-être vu un en fin d'année avec une influenceuse qui s'appelle Adriana. Et il y en a encore un à venir dans les prochaines semaines. En fin d'année, on a également réalisé 3 vidéos d'1 minute pour nous adresser cette fois aux professionnels de santé. Alors, pas vous, spécialistes de l'AMP et du don de gamètes, mais pour nous adresser aux gynécologues, aux sages-femmes qui ne sont pas spécialistes de ces questions, mais pour les aider à aborder le sujet et à répondre aux questions de leurs patientes. Donc, c'est des vidéos assez courtes. On en a réalisé 3 pour le moment, qu'on a sponsorisées sur LinkedIn. Vous les avez peut-être vues tourner. Et sinon, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien si vous voulez aller les voir. Et on a réalisé enfin un épisode en collaboration avec le podcast Bliss. On l'avait déjà fait, peut-être il y a 2 ou 3 ans. Donc là, on a fait témoigner un couple hétérosexuel sur l'infertilité de l'homme et le don de spermatozoïdes auquel ils ont fait appel pour devenir parents. Ça a été diffusé le 24 novembre pendant la semaine de sensibilisation à l'infertilité. Et pareil, le podcast est toujours disponible si vous voulez l'écouter. On a également mis à votre disposition un kit de mobilisation. On l'a livré à 23 centres de dons et d'AMP de l'Hexagone, à La Réunion et à la Guadeloupe en septembre dernier. Donc, vous avez des affiches, des kakémonos, des t-shirts, un stand pliable et peut-être autre chose que j'ai oublié. Jusqu'à présent, l'utilisation était un petit peu faible, mais je sais qu'il y a beaucoup de centres qui nous ont dit qu'ils allaient l'utiliser, qu'ils avaient des actions prévues en 2026. Donc, n'hésitez pas, vous êtes mieux placés encore que nous pour aller à la rencontre des habitants de vos villes.
Et si besoin, nous, on peut relayer vos actions sur nos comptes Instagram et en parler sur nos sites internet. On l'a déjà fait là pour une action, pour des actions que les centres de dons et de Rennes ont menées. Donc, n'hésitez pas. Si on peut vous aider à que ce soit encore un peu plus visible, on est là pour ça. On a également travaillé les sites internet, donc on a 3 sites internet pour rappel, dondovosite.fr, donspermatozoïde.fr, procréationmédicale.fr. On a réécrit les parcours de dons et on a enrichi nos contenus qui étaient très écrits jusque-là. On a intégré beaucoup plus de vidéos qu'on fait grâce à vous pendant le tour Fête des parents. On a fait une refonte des pages d'accueil et on a créé des pages d'accueil spécifiques pour les personnes qui habitent à la Guadeloupe et à la Réunion pour qu'elles arrivent sur une page d'accueil spécifique aux besoins de ces 2 régions et ensuite qu'elles basculent sur le site classique. On a évidemment produit des contenus sur le tour et on a mis à jour les chiffres. Et sur le site Procréation Médicale, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais on a réécrit les pages dédiées à la congélation des gamètes sans raison médicale. Et on a ajouté une page de présentation plus générique sur l'AMP. Et puis, on a également mis à jour les chiffres. Et enfin, on a fait une refonte des 2 brochures qui sont les plus utilisées, l'une sur les donovocytes, l'autre sur le spermatozoïde. On les a allégées, retravaillé la maquette, réécrit pour faire en sorte que nos propos soient compris par le plus grand nombre. Et ces brochures, elles sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les commander sur notre plateforme de commande si vous en avez besoin. Alors maintenant, si on se penche plus particulièrement sur le Tour Fête des parents et sur la 2e édition 2025, donc pourquoi, alors déjà à l'origine, pourquoi on avait décidé de mettre en place ce dispositif? Le but premier, c'était d'aller à la rencontre de futurs donneurs de spermatozoïdes et donneuses d'ovocytes pour les aider à passer le dernier pas, à transformer leur volonté, leur intention de donner en véritable action de donner, notamment en parlant à des professionnels des centres de dons, à des médecins et en prenant un rendez-vous sur place. Ça nous permettait de vous donner de la visibilité au centre de dons et de montrer aux donneurs potentiels que vous étiez à côté d'eux. Donc finalement, que le pas à franchir pour donner était plus facile peut-être que ce qu'ils ne pensaient. Ça nous permettait de créer un événement local pour alimenter nos canaux de communication, donc que ce soit avec la presse, sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet. Et ça nous permet d'impliquer les acteurs locaux, vous, mais aussi les associations, les ARS, les universités, etc. Donc vraiment de créer un halo local autour de cette opération. Le bilan positif du Tour en 2024, le bilan du Tour en 2024 était positif. Le dispositif a été bien accueilli. Il a contribué à recruter et à sensibiliser. Du coup, on a décidé de le refaire en 2025. En 2024, j'avais aussi présenté un bilan, mais rapidement, les demandes de rendez-vous, elles avaient été multipliées par 2 pour le don d'ovocytes, par 2,5 pour le don de spermatozoïdes dans les 10 centres qui s'étaient mobilisés pour le Tour. De manière générale, il y avait une hausse assez conséquente des visites sur nos sites internet et des demandes de contact enregistrées pour entamer une démarche de don pour l'ensemble des centres. On avait fait une étude d'impact du Tour et 1 personne sur 2 qui avait été exposée au Tour se disait prête à faire un don. Les partenaires, vous, centres de dons, centres d'AMP, les associations, on avait eu beaucoup d'échos positifs et de partenaires satisfaits de l'opération. Donc, on a décidé de le refaire pour l'année 2025. Donc, on avait un dispositif qui s'est tenu du 17 septembre au 17 octobre dans 10 nouvelles villes. On a une forte mobilisation de nos partenaires. Donc, merci à tous de vous être mobilisés à nos côtés. Il y a eu 8 associations qui se sont mobilisées, plus d'une trentaine de témoins et de représentants d'associations qui sont venus pour témoigner de leurs dons, de leur parcours pour recevoir un don de gamètes. Et vous étiez en moyenne entre 6 et 8 professionnels de centres de dons présents par passage du bus, mais parfois beaucoup plus à nos côtés. Donc, un grand merci. Et le tour, en fait, on dit toujours le tour, le passage du bus, mais c'est vraiment, ça c'est 10 fois pendant le dispositif, il y a le bus qui vient dans votre ville. Mais en fait, avant, il y a tout un gros travail de médiatisation qui se continue pendant et après le tour. Donc, si on commence à droite, il y a la mobilisation des partenaires. Donc, c'est ce que je disais, vous, centre de dons, association, mais pas uniquement le jour J. Vous nous aidez aussi à avoir de la visibilité sur le tour en amont grâce à vos publications sur les réseaux sociaux ou à vos publications aux photos que vous pouvez publier après pendant le tour. On fait toute une campagne de médiatisation. Donc, ça passe par de l'achat média géolocalisé, c'est-à-dire que
ces campagnes, ces visuels, ces vidéos ne sont visibles que par les populations qui habitent dans les 10 villes qui vont recevoir le tour. Donc, on avait un spot un spot vidéo, pardon, qui était diffusé sur les chaînes du groupe M6, sur TF1 et sur les chaînes du groupe France TV en replay, ainsi que sur YouTube. On avait un spot audio cette fois qui était diffusé sur les plateformes d'écoute telles que Deezer et Spotify. On a fait de l'achat d'espace sur des sites internet, sur des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. On a réalisé une vidéo avec le bonbon pour toucher les populations les plus jeunes et pour inviter à venir sur les 10 dates du tour. Et à J-2 ou J-1, on avait des SMS qui étaient envoyés aux personnes pour leur rappeler que le bus arrivait et les inviter à venir. Pour rappel, pour les centres de dons qui ne bénéficiaient pas du tour, ils bénéficiaient de la campagne Fête des parents, la même qu'au premier semestre. On a également fait une campagne spécifique auprès des étudiants grâce à la distribution de serviettes Crous dans les universités des villes, et on a fait des affichages dans les universités des villes, soit papier, soit sur les écrans qui sont disposés dans les couloirs des universités. Toujours dans cet enjeu de diversifier les donneurs, on a réalisé des distributions de flyers dans les 10 villes auprès des personnes issues de la diversité pour qu'on ait également ce type de donneurs et de donneuses également sur le tour le jour J. On a sollicité les acteurs locaux, c'est-à-dire les villes, les ARS, les centres hospitaliers, pour qu'ils nous fassent des relais. Et ce relais, c'est essentiellement concrétisé par des publications sur les sites internet. On y reviendra un peu après, mais on a fait des relations presse. Donc, on a fait un point presse lors de la première date à Paris. On a négocié des sujets en amont avec les centres de dons ou les témoins. Pendant le tour, on a des journalistes qui sont venus à certaines dates. Et donc, ça nous permettait de faire de beaux reportages diffusés pendant le tour. On a activé notre écosystème digital. Ça veut dire qu'on a fait des publications sur nos sites internet et nos comptes Instagram. Et puis, on a noué des partenariats avec des influenceurs. Résultat de tout cela, on a constaté un élan positif sur le don qui a été créé par le tour. On a sollicité les 10 centres qui étaient mobilisés sur le tour. On a reçu les réponses de 900 participants. On leur a demandé voilà, s'ils avaient le rythme des rendez-vous. Donc, grâce à cette mini-enquête, on a un total de 614 demandes de rendez-vous qui ont été enregistrées par les centres participants pour un don d'ovocytes ou pour faire un don de spermatozoïdes. C'est un rythme que vous multipliez par 2 par rapport à la moyenne habituelle de ces centres. Donc, c'est des résultats qui s'inscrivent dans la tendance qu'on a observée sur la première édition du tour. Et il y a 135 rendez-vous qui ont été pris sur place. C'est un chiffre qui est un tout petit peu plus élevé que l'année dernière. Au-delà de ces demandes de rendez-vous pour entamer un parcours de don, on a pu sensibiliser des milliers de personnes. On a pu distribuer 14 000 flyers. Il y a près de 10 000 échanges qui ont eu lieu. Il y a près de 2 300 personnes qui se sont arrêtées au moins 5 minutes sur le stand, sachant que la durée moyenne d'une visite, elle est d'un peu plus d'un quart d'heure, parce que les personnes, quand elles s'arrêtent, elles vont parler à un médecin, elles vont parler à un donneur ou une donneuse qui est là, elles vont parler à un représentant d'association. Donc, c'est des visites qui sont assez longues. Et on a eu 1300 participants aux animations. Voilà, là, vous avez une photo. On avait une roue, donc les personnes, on leur posait des questions sur le don de gamètes. S'ils répondaient juste, ils avaient le droit de tourner la roue pour gagner des t-shirts ou des chaussettes ou des éco-cups. Et voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Et comme en 2024, cet élan positif, il se vérifie sur d'autres canaux, puisque on voit, quand on regarde les données de nos sites internet pendant le tour cette année, et si on compare aux mêmes périodes du tour l'année dernière, on a un nombre de visites qui est encore en hausse, un nombre de visiteurs qui est également en hausse, avec un temps moyen passé sur nos sites internet de plus de 4 minutes. Et sur la page formulaire de contact que les personnes envoient quand elles veulent demander un rendez-vous avec un centre, il y en a eu 930 envoyés cette année, donc en hausse par rapport à l'année dernière. Tous les centres du tour, bien sûr, logiquement en tout cas, ils bénéficient d'une hausse de demande, mais cette hausse, elle bénéficie à la quasi-totalité des centres finalement. On voit que le taux de conversion depuis les pages annuaires, il est de presque 20%. C'est le pourcentage de personnes qui visitent la page annuaire et qui envoient finalement un formulaire de contact.
Donc, il est en hausse par rapport à l'année dernière. Sur le site, donc ces données, c'était pour le site dondovosite.fr. Là, pour le site dondespermatozoïdes.fr, les visites sont également en hausse dans les mêmes proportions. Le nombre de visiteurs, il est également en forte hausse. On est des demandes de contact quasiment équivalentes, 940, avec une forte hausse également par rapport à l'année dernière. Même constat, l'ensemble des centres bénéficient de cette hausse. Elle est encore plus forte pour les centres du Tour. Et le taux de conversion, là, vous voyez qu'il est en forte hausse. Il était à 5% l'année dernière et là, on avoisine les 14%. Nos réseaux sociaux ont également vu cet élan. Alors, ils y ont contribué puisqu'on a créé et posté 245 contenus pendant le tour. Donc, soit pour annoncer la venue du tour dans chaque ville, des reportages sur place. En fait, on poste en story des vidéos pour montrer aux personnes comment ça se passe. Et ensuite, on faisait des reportages après chaque passage, soit sous forme de vidéo, soit sous forme de photos, pour montrer la mobilisation de nos partenaires, comment ça se passait le jour J, etc. La plupart de ces publications, elles sont sponsorisées. Donc, en fait, elles ne s'affichent pas uniquement sur notre compte Instagram, mais sur Instagram de manière plus générale pour cibler les donneurs potentiels, toujours. Donc, on a touché 6 millions de personnes. On a enregistré presque 15 000 engagements. C'est en pareil, multiplié par 6 par rapport à l'année dernière. Donc, un engagement, c'est soit un j'aime, un commentaire qu'une personne a laissé sous notre post, un engagement, un message direct qui nous a été envoyé sur notre compte Instagram, ou alors le partage, l'envoi de nos publications à quelqu'un. Et ça nous a permis de gagner 635 abonnés sur nos 2 comptes Instagram. Donc, c'est pour ça qu'on dit que vraiment, les réseaux sociaux, c'est le prolongement de l'élan créé par le Tour, parce que on commence avant, un mois avant, on continue l'activité. Et là encore, aujourd'hui, on continue de poster les vidéos qu'on a pu faire grâce aux professionnels de santé qu'on a interviewés pendant le tour, ou on a réalisé un micro-trottoir qu'on a publié en décembre. Et donc là, pendant tout ce premier trimestre également, on va pouvoir continuer à alimenter nos 2 comptes Instagram grâce au contenu qu'on a créé pendant le tour. Hélène, je te laisse la parole sur l'e-influence. Oui, bonjour. Donc, comme pour la première édition du Tour, on a mis en place une campagne d'influence sur les réseaux sociaux pendant les mois de septembre et octobre pour accompagner le Tour. Pour ça, nous avons lié des partenariats avec 13 influenceurs locaux pour les 10 villes pour parler du don et encourager les personnes habitant dans ces villes ou aux abords à s'informer sur ces dons. Ces influenceurs ont créé 88 contenus sur la période, ce qui a permis de générer 18 000 interactions, c'est-à-dire encore une fois des likes, des commentaires, des partages ou des clics. Et ce qui est important à retenir, c'est l'impact de ces contenus, puisque l'enquête que l'on a menée après la tournée nous a permis de voir que 21% des personnes interrogées déclaraient avoir entendu parler du don de gamètes grâce à un influenceur sur la période. Alors, au niveau des relations presse, elles ont également accompagné la tournée, comme l'année dernière. On a monté un point presse pour marquer le lancement de la première date du tour, le 17 septembre à Paris. Et au total, on a pu générer plus de 100 retombées directement en lien avec la tournée et 56 interviews avec l'aide des centres, des témoins et des associations. Et les contenus étaient assez qualitatifs puisqu'ils reprenaient tous les messages de la campagne, c'est-à-dire le manque de dons, l'importance du don et puis le passage des bus dans chacune des villes. Ton, ton micro est coupé, oui. Oui, oui, le micro, c'est bon. Merci. Voilà, alors comme le disait Hélène, après le tour et après la campagne Fête des parents qui a été diffusée à l'ensemble des centres, à l'ensemble des populations autour des villes, on a réalisé ce qu'on appelle une mesure d'impact pour mesurer l'impact et l'efficacité de ces actions. Donc quand on a posé la question à nos répondants sur qui étaient, vous souvenez-vous d'avoir récemment vu, lu ou entendu des informations sur le gamète, un répondant sur 2 qui a répondu oui.
Comme vous le voyez sur la courbe à droite de l'écran, c'est un score très haut qu'on n'avait jamais atteint auparavant. Donc c'est probablement porté par la campagne autour du Tour et tout ce qui a été mis en place pour la visibilité du Tour et la diversité donc, des canaux de communication qui ont été activés. C'est bon. On voit grâce à cette question que c'est une campagne faite des parents qui est appréciée, puisque 83% des répondants estiment que ce sont des supports clairs et faciles à comprendre. Ils sont 76% à estimer que c'est des supports qui contribuent à interpeller et 65% à estimer que ce sont des contenus et des campagnes qui donnent envie de se renseigner. Donc, on peut en déduire que ce sont des supports et que c'est une campagne qui est appréciée et qui remplit efficacement ses objectifs. On leur a également demandé, donc du coup, cette campagne sur le don, est-ce qu'elle vous incite à? Et on voit que c'est une campagne qui incite prioritairement à s'informer pour 62% des personnes et à échanger, soit avec ses proches, soit avec un médecin. Et ce qui est intéressant de voir, je ne sais pas si on voit bien, mais donc dans la colonne du oui, il y a des chiffres en vert et en dessous, il y a des petits chiffres en noir. Et on voit par exemple que 73% des visiteurs du Tour estiment que c'est une campagne qui incite à faire un don gamète. Qui sont 71% ces visiteurs du Tour à estimer que c'est une campagne qui incite davantage sur nos gamètes. Donc, en fait, l'impact de nos campagnes, nos actions, il est plus fort sur les personnes qui sont venues au Tour Fête des parents. On a également extrait quelques données du baromètre. Donc là, la mesure d'impact, en fait, elle est réalisée auprès de personnes qui ont vu, qui ont été exposées à la campagne ou exposées au Tour. Là, ce sont des données issues du baromètre annuel national qu'on fait au mois de mars. Je crois que vous avez présenté les résultats, mais je n'en suis plus sûre. En tout cas, là, on a extrait 2 questions. La première sur la notoriété du don. La question était, avez-vous déjà entendu parler du don de gamètes? En fait, cette question, elle fait écho, si vous vous souvenez, à l'objectif que j'ai annoncé en tout début de présentation, qui était de maintenir la notoriété du don gamète et de l'AMP en France. Et on voit que là, en 2025, on est à 78% de personnes qui disent oui, j'ai déjà entendu parler de don gamète et oui, je sais de quoi il s'agit. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est un tout petit peu plus bas que les années 2022 et 2023. C'est-à-dire depuis qu'on déploie des communications plus géolocalisées. Et sur la favorabilité, on pose également une question sur personnellement, dire actuellement par rapport à Dongamel, vous vous sentez très favorable, plutôt opposé, totalement opposé. Et on voit que, pareil, le chiffre de 2025, il y a 76% des personnes qui se déclarent favorables au don gamète. Donc, c'est un chiffre qui est encore très fort, hein, comme la notoriété, plus de 75%, c'est des données qui sont très élevées. Néanmoins, en 2025, on a une baisse de 4 points par rapport à 2024 et une baisse qui est encore plus importante par rapport à 2023. Donc, en tout cas, ce sont des indicateurs sur lesquels nous, en communication, on doit rester vigilants, puisque, comme je le disais au début de présentation, c'est important que les personnes aient en tête le don de gamètes, aient en tête qu'il y a des besoins de dons, parce que cette notoriété, elle soutient et elle est au service du recrutement de donneurs et de donneuses. Néanmoins, si on fait le bilan de cette fin d'année, il est positif. On a ce dispositif du Tour qui a confirmé son positionnement de point d'orgue aux actions d'information et de sensibilisation qui sont déployées le reste de l'année, même depuis plusieurs années. En fait, vraiment, ce dispositif, il permet d'aller à la rencontre de ce qu'on appelle, nous, en communication, les intentionnistes, c'est-à-dire les personnes qui sont prêtes à transformer leur intention de donner, qui ont envie de donner, finalement, en action de donner. Et on l'a vu, ça pourrait faire un coup d'accélérateur sur les demandes de rendez-vous qu'ont reçu les 10 centres mobilisés sur le Tour en septembre et en octobre. Parce que ça a été multiplié par 2 le nombre de demandes de rendez-vous qu'ils ont reçues. C'est une opération locale qui mobilise fortement vous, professionnels des centres, qui mobilise fortement les associations et les témoins. Et c'est vraiment cette synergie entre nous tous qui permet de créer un îlot de réassurance pour les donneurs potentiels et qui fait qu'on réussit à finalement les convaincre de donner et de s'inscrire le jour J lors du passage du bus. Ce que j'ai dit également à la fin, c'est que nos campagnes, elles étaient massivement vues, comprises, jugées interpellantes et incitatives pour les publics ciblés, donc incitatives à l'information et à l'échange, c'est-à-dire qu'on voit un engagement accru sur nos réseaux sociaux, on voit un engagement fort en e-influence, les formulaires de contact qui sont envoyés, ils atteignent un volume
assez inédit depuis qu'on organise depuis ces campagnes. Donc tout ceci est positif. Le digital, c'est vraiment un canal, c'est vraiment un atout fort pour faire parler du tour et du don de gamètes et prolonger la dynamique positive créée par le tour. Et la couverture média, dont vous a parlé Hélène, qui est solide, au national comme au local. Et c'est vraiment précieux pour la visibilité du tour et pour la sensibilisation aux besoins et la notoriété du don in fine. En résumé de résumé, sur tout ce que j'ai dit, les campagnes Fête des parents et le tour Fête des parents, ce sont des actions qui sont performantes. Elles contribuent à la visibilité du don de gamètes et des centres. Elles participent à l'adhésion aux dons au niveau local. C'est une étape importante pour ensuite faire transformer cette adhésion en action de données. Et voilà, c'est ce que j'ai dit, pardon. Elle transforme l'intention en action, c'est-à-dire la demande pour prendre un rendez-vous. Pour 2026, fort de tous ces enseignements et ces constats, on est justement en train de réfléchir à la stratégie à mettre en place et au plan d'action à déployer pour continuer à travailler avec ces deux mêmes objectifs qui sont de trouver l'équilibre entre notoriété et contribution au recrutement de donneurs et de donneuses. Donc voilà, la réflexion, elle est en cours et on aura prochainement un plan d'action tout aussi solide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coralie. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des retours, des partages spécifiques de ceux qui auraient été bénéficiaires de l'opération BUS, des souhaits pour l'année prochaine, des suggestions d'amélioration? On est à votre écoute. Non, pas de réaction. Ah, il y a quelque chose dans le chat. Toujours en effet, quels sont les chiffres de nombre de donneurs de sperme? Alors, on n'a pas encore, donc ça va être l'occasion de vous dire que on va vous envoyer, comme c'est le cas depuis plusieurs années, donc pour les centres de dons et les centres autorisés pour l'autoconservation sociétale, une enquête d'ici la fin du mois de janvier pour pouvoir justement recueillir les données d'activité de l'année 2025. Et ce sera l'occasion de savoir s'il y a eu une progression du nombre de donneurs en 2025 et peut-être aussi d'évaluer l'impact de la fin de la campagne de l'année 2024, puisque certains rendez-vous pouvant être un peu décalés dans le temps et la campagne ayant lieu jusqu'à début novembre, on peut imaginer que voilà, les chiffres de début 2025, s'ils avaient augmenté, puissent refléter l'impact de la campagne de l'année 2024. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres complètement stabilisés, ni sur la campagne 2024, puisqu'une fois de plus, elle a probablement débordé sur les chiffres 2025, et encore moins sur les chiffres 2025 qu'on va recueillir là en début d'année 2026, et au sujet desquels on vous fera un retour en webinaire comme on a pu le faire en mars dernier pour vous présenter les données de ces enquêtes LBE. Sur la question comment fait-on pour être une ville où passe le bus, alors pour les deux dernières éditions, on a fait un appel aux volontaires. On a envoyé un mail à l'ensemble des centres de dons en, je sais pas, février peut-être, pour demander quel centre était volontaire pour accueillir le bus avec quelques critères et quelques éléments à avoir en tête pour être en capacité de le recevoir. Donc si on refait une troisième édition, il est probable qu'on adoptera les mêmes fonctionnements. Mais pour le moment, voilà, on n'a pas encore complètement décidé de la stratégie pour l'année prochaine. Et si vous ne recevez pas nos mails, n'hésitez pas à me le dire. En fait, normalement, on a les bonnes coordonnées de tous les centres de dons, mais si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas. Qu'il faudrait élargir le nombre de centres autorisés à recevoir des donneurs. Alors ça, c'est une question
un peu différentes. Il y a on peut penser qu'il faille augmenter le nombre de centres donneurs. D'ailleurs, il y a plusieurs centres qui ont fait des demandes d'autorisation, non pas enfin, il y a eu une augmentation du nombre de centres donneurs depuis quelques années. Et ce qui nous semble surtout, c'est que certains centres donneurs sont autorisés soit pour le don d'ovocytes, soit pour le don de spermatozoïdes, soit pour les deux, et pas toujours pour l'accueil d'embryons, donc pour le don d'embryons. Et il nous semble que parmi les activités qui mériteraient d'être promues, celle de l'activité de don d'embryons en fait partie. Voilà. Donc après, il peut y avoir des demandes d'autorisation qui soient déposées par les centres qui souhaiteraient s'engager dans cette activité auprès des ARS qui, en fonction de leur plan régional, pourront ou pas accorder une autorisation au centre demandeur. Et pour information, dans ces webinaires, les ARS sont conviées et un certain nombre d'entre elles est représenté aujourd'hui. Oui, et pour le tour, pour l'édition 2025, on avait justement sollicité les ARS, on leur avait envoyé un kit de communication avec le communiqué de presse national, le communiqué de presse de la ville dans laquelle passait le bus. On avait également envoyé des visuels si vous vouliez les utiliser sur les réseaux sociaux ou sur vos sites internet. Et je pense que l'ARS Centre Val de Loire a été dans la boucle puisque le tour passait à Tours, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, si vous n'avez pas reçu mes mails, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je peux vous ajouter dans la boucle. J'avais peut-être pas les bonnes personnes, les bons destinataires. Je pense que Madame Delacroix était peut-être pas, Pas sur la communication, pas mais sur non, mais voilà, elle n'était pas sur ce sujet-là. pas Oui, oui, voilà. du tout. Ok. Voilà. Mais on ne manquera pas de vous rajouter si l'opération avait lieu dans votre région, Madame Delacroix. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres remarques? Des interventions peut-être? Non. Eh ben, je vous propose dans ce cas de passer au deuxième point à l'ordre du jour donc, de ce webinaire et qui donc est un retour sur l'enquête moyen à laquelle vous avez très largement participé et Chloé va vous en donner les chiffres et sur les aspects de stockage dans les centres d'ALP. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, vous avez- C'est bon. Donc, bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris, donc on va parler maintenant de l'enquête moyen, qui fait partie des enquêtes donc, qu'on vous soumet, comme l'a dit Alker juste précédemment. Donc, il y a une nouvelle enquête qui va être faite dans le courant du mois de janvier ou février, enfin, en tout cas début 2026. Mais donc aujourd'hui, on va parler de l'enquête moyen. C'est une enquête qui a été envoyée au centre clinico-biologique début juillet 2025. Donc, il y a 110 centres qui ont été sollicités et parmi eux, 94 ont répondu. La problématique à laquelle on souhaitait répondre grâce à cette enquête, c'était de quels moyens humains et matériels disposent les centres d'AMP, donc vous, en France, et sur quels freins et quels leviers d'amélioration on pourrait agir. Les objectifs étaient donc de faire un état des lieux des moyens mis en œuvre dans ces centres pour répondre aux besoins des usagers, alors même qu'on le sait, hein, les délais de prise en charge s'allongent en AMP avec tiers donneur notamment et pour autoconservation.
On souhaite évaluer le retentissement des nouvelles activités qui ont été ouvertes par la loi de bioéthique sur les autres activités. Par exemple, est-ce que les délais de prise en charge en AMP sans tiers donneur ont augmenté? Et cette enquête concerne tous les champs de l'activité, que ce soit sur l'organisation interne, par exemple les circuits de prise en charge, les stratégies d'amélioration de l'accès aux soins. Ça concerne également les ressources humaines, les locaux, le matériel et puis ce dont on va parler aujourd'hui, donc les capacités de stockage. On a axé une partie de l'enquête sur cette problématique puisqu'il y a eu plusieurs alertes qui ont été faites par des centres clinico-biologiques. Comme on vous le disait également précédemment, cette enquête est en cours d'analyse et la seule partie aujourd'hui qu'on peut vous partager, c'est donc, comme je le disais, le stockage des embryons, gamètes et tissus germinaux, puisque le reste de l'enquête n'est pas encore stabilisé au niveau des analyses. Donc voilà, donc les questions qu'on s'est posées, c'est quels centres sont en difficulté et à quelle échéance, et puis quels sont les leviers qu'on va pouvoir éventuellement utiliser pour résoudre vos problématiques. Pour commencer, je vais vous présenter un état des lieux qu'on a pu faire grâce à cette enquête. Donc, il y a 72% des centres qui estiment avoir moins de 3 ans de capacité de stockage de gamètes et 21% qui estiment moins d'1 an. Parmi les 94 centres qui ont répondu, 53 ont identifié une problématique liée au stockage dans leur établissement. Et donc, c'est ce que vous pouvez constater sur le graphique ici à gauche. Il y a une situation qui est exacerbée pour les centres publics et notamment les CHU, puisque parmi les 28 CHU, 32% ont moins d'1 an de capacité de stockage, qui est la situation quand même la plus critique. Et on peut voir que, par exemple, dans les centres privés non lucratifs, aucun ne semble immédiatement impacté, puisqu'il n'y en a aucun dans le rouge, donc aucun avec moins d'1 an de capacité de stockage. Et dans le privé lucratif, 45% des centres ont entre 1 à 3 ans de capacité, 27,5% ont plus de 3 ans de capacité. Donc, dans le privé, a priori, c'est un peu moins critique, mais quand même, la situation est défavorable un peu partout. On a une hétérogénéité régionale. Comme vous pouvez le voir donc, dans ce graphique, les centres sont triés par région. Ce qu'on peut voir, c'est que les 2 régions les moins en difficulté dans l'immédiat, c'est les régions Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne, dans lesquelles on ne voit aucun centre en rouge, donc aucun estimant moins d'1 an de capacité. Par contre, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc par région PACA, ce sont les 2 régions qu'on peut dire les plus en difficulté à court terme, puisqu'elles ont 3 centres avec moins d'1 an de capacité de stockage et peu de centres avec des fortes capacités pour contrebalancer voilà, ces centres en difficulté. Et je reviendrai sur ces 2 régions dans 2 diapositives pour un peu appuyer encore plus ce constat. Par contre, ce qu'on peut voir de façon un peu plus positive, c'est qu'il y a quand même 24 centres qui estiment plus de 3 ans de capacité, donc 4 CH, 8 CHU, 1 privé non lucratif et 11 privés lucratifs. Donc ça, c'est plutôt positif. On a demandé aux centres qui étaient en difficulté, s'ils étaient en capacité d'augmenter le nombre de cuves de stockage dans leur centre. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une capacité d'extension qui est plus élevée dans le privé, puisque vous pouvez voir dans le graphique en haut à gauche que pour les privés non lucratifs et lucratifs, on a une majorité de oui, donc êtes-vous en capacité d'augmenter le nombre de cuves. Il y a 64% des centres pouvant augmenter leur nombre de cuves qui sont des centres privés. Et dans les centres publics, on est plutôt à moitié-moitié, non ou oui. Voilà. Et puis, quand on fait un focus sur les établissements qui ont des capacités de stockage inférieures à 1 an, on voit que les plus en difficulté, ce sont les CHU, avec un nombre de centres ayant répondu qu'ils ne pouvaient pas augmenter leur cuve un petit peu supérieur par rapport au public CH qui pensent pouvoir augmenter, de même pour les privés lucratifs. Sur le graphique à droite, ce qu'on peut voir, c'est que le nombre de cuves qui peuvent possiblement être ajoutées est assez hétérogène. Sur le violet à gauche, donc le rouge, ce sont les centres privés. Et dans les centres privés, ce qu'on peut constater, c'est que la majorité des centres privés peuvent rajouter entre 1 à 2 cuves
voire 3, et jusqu'à 6 cuves pour un centre. Alors que dans le public, donc il y a 24 centres publics qui ont répondu à cette question, et c'est un peu plus hétérogène. Ils peuvent rajouter entre 1 à 5 cuves, et même un centre public qui peut ajouter 8 cuves dans son centre. Donc c'est assez positif également de faire ce constat-là. Ensuite, on a défini donc des centres qui sont en situation tendue, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 3 ans de capacité de stockage et ils sont en incapacité actuellement d'augmenter leur nombre de cuves. Et donc, il y a 22 centres qui sont concernés par cette situation dite tendue. Et parmi eux, on a défini ceux qui sont fragiles, donc c'est-à-dire qui sont entre 1 et 3 ans de capacité de stockage sans pouvoir augmenter leur nombre de cuves. Parmi eux, donc, il y a 13 centres dits fragiles, un en région PACA, un en région Occitanie, 4 en région Île-de-France. Et parmi les 13, donc, il y a 6 centres publics, donc environ la moitié, 3 CHU et 3 CH. Et des centres dits critiques, donc eux, c'est vraiment les plus en difficulté, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'un an de capacité de stockage et en plus, ils sont dans l'impossibilité d'augmenter leur nombre de cuves. Et ça concerne 9 centres, dont 2 en PACA, 3 en Occitanie, et ça concerne 6 centres publics, dont 5 CHU. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les 2 régions les plus en difficulté, c'était donc PACA et Occitanie, et là, vous voyez qu'on remarque encore plus cette région-là, puisque parmi les 22 centres en situation tendue, il y en a donc 7 qui sont dans ces 2 régions. Donc, si on fait maintenant une synthèse de cet état des lieux que je viens de vous faire, on a donc une hétérogénéité certaine entre les centres, mais également entre les régions. Une situation qui est légèrement plus favorable dans les centres privés, mais sans non plus que ce soit complètement différent dans l'un ou l'autre des cas. Pas de corrélation avec le nombre de ponctions réalisées annuellement dans les centres. Donc ça, ce sont des données que je ne vous ai pas montrées, mais on a essayé de comparer en fait l'état des lieux qu'on a fait avec votre activité. Et ce qu'on a pu voir, donc, c'est que, comme je le disais, il n'y a pas de corrélation avec le nombre de ponctions, donc a priori, pas de corrélation avec l'activité annuelle globale des centres, et pas de corrélation non plus avec l'autorisation à l'autoconservation. Ce qui suppose que l'accumulation d'autorisation ne semble pas être un facteur de mise en tension spécifique sur le stockage, et que peut-être les soucis de stockage dans les centres seraient plutôt liés à la capacité d'adaptation face à laquelle ont fait preuve les centres depuis la mise en place de la loi de bioéthique de 2021. Donc maintenant, je vais vous parler des leviers ou des solutions qui pourraient être envisageables. La première solution à laquelle on a pensé, ce serait de faire du tri dans les cuves. Donc en fait, dans l'enquête moyen, on a posé une question sur le pourcentage d'occupation des cuves par des gamètes et embryons pouvant être détruits. Donc comme vous le savez, la loi en fait autorise, après un certain nombre de relances et d'années de conservation des gamètes et embryons, à pouvoir détruire certains gamètes et embryons. Donc c'est vraiment des conditions très précises, mais vous pouvez par la loi détruire au bout d'un certain temps ces embryons. Et donc on vous a demandé si dans vos cuves, vous aviez des embryons, des gamètes et embryons pouvant être détruits mais qui n'ont pas encore été détruits. Et ce qu'on peut remarquer grâce à ce graphique à gauche, c'est donc que le pourcentage d'occupation par ces gamètes et embryons est globalement assez faible. Donc il y a quand même 20 centres qui estiment entre 0 et 5%, et 11 centres entre 5 et 10%, donc c'est quand même globalement assez faible. Donc ce tri, entre guillemets, serait réalisable à court terme, mais cette piste n'est pas forcément un levier à exploiter, ou en tout cas qui pourrait résoudre dans un délai court les difficultés de stockage auxquelles vous faites face. Deuxième solution qui est envisagée par plusieurs centres serait d'externaliser vers une société privée. Donc, pour rappel, la loi interdit l'externalisation du stockage vers une société privée. On a fait relire la loi récemment par la direction juridique du ministère et ils ont confirmé cela. Donc, en fait, ce qu'il est possible de faire, c'est de déléguer la conservation des gamètes ou des embryons à un autre établissement, mais uniquement si celui-ci est autorisé par l'ARS pour la conservation. Donc, c'est ce qu'il y a sur le tableau de gauche. Donc, en fait, il faut que par exemple, un gamète qui a été prélevé dans le cadre d'un projet parental,
doit être conservé dans un labo de biologie médicale qui est autorisé pour les projets parentaux, enfin pour l'AMP du coup de manière générale. De même pour l'autoconservation médicale. Et par contre, pour l'autoconservation sociétale et pour le don, comme vous le savez très certainement, ces deux activités doivent être faites dans des établissements de santé publics ou privés à titre non lucratif, ce qui suppose donc que ça exclut quasi tous les centres privés lucratifs. Et donc, il faudrait bien tenir compte des autorisations de chaque centre pour pouvoir déléguer la conservation de ces gamètes et embryons. Et donc, la sous-traitance à une société privée qui ne soit pas autorisée à l'AMP ne pourrait pas être possible. Donc, cette solution n'est pas un levier à court terme et nécessiterait une révision de la loi. Donc finalement, la solution à court terme à laquelle on a réfléchi, mais qui, je vous l'accorde, n'est n'est peut-être pas la meilleure solution, ou en tout cas la solution idéale, mais c'est celle à laquelle nous, on est parvenus, ce serait de mutualiser mutualiser le stockage entre centres d'AMP. Par exemple, on l'a vu au cours de ma présentation, donc il y a des centres qui ont plus de 3 ans de capacité de stockage ou alors qui ont des possibilités d'ajouter un grand nombre de cuves. Par exemple, on a vu un centre, un CHU qui peut ajouter jusqu'à 8 cuves. Cette mutualisation devrait tenir compte des autorisations du centre destinataire, comme je vous l'ai dit juste précédemment. Il faudrait privilégier des mutualisations régionales ou géographiquement rapprochées et prévoir une convention entre les deux établissements pour organiser les modalités de pratique de ces échanges. Donc, voilà, j'en ai fini pour la présentation de cette enquête moyen, mais on aimerait pouvoir échanger avec vous sur ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que notre option vous semble pas idéale du coup, mais plutôt est-ce qu'elle vous semble envisageable? Est-ce que vous y avez réfléchi? Et surtout, on voudrait donner la parole peut-être au centre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui sont en situation tendue, fragile ou critique, qui, j'espère en tout cas, se sont reconnus puisqu'ils ont répondu normalement à l'enquête moyen, donc je ne les ai pas cités. Mais si vous voulez prendre la parole, vous êtes les bienvenus, ou même ceux qui ont de fortes capacités, évidemment. Donc, si vous voulez vous exprimer sur vos projets pour améliorer vos capacités de stockage, voilà, on est vraiment preneur de vos retours là-dessus, sur ceux qui ont pu améliorer leurs capacités. Voilà, donc la parole est à vous si vous voulez lever la main. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. 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 Oui, bonjour, moi, je suis le docteur Couche, donc je travaille à La Rochelle. Donc on est un centre privé et on a l'autorisation pour l'autoconservation des gamètes depuis l'année dernière. On fait partie des centres qui ont eu l'autorisation fin 2024. Donc 2025 a été notre première année d'autoconservation ovocytaire. On a essentiellement fait de l'ovule. On a eu très peu de demandes de conservation de sperme. On a eu 2 3 patients, alors qu'on a fait 170 cycles enfin 170 ponctions. Donc en effet, nous se pose très rapidement la problématique du stockage par rapport à. Donc on a fait 170 ponctions pour l'autoconservation et on a un centre on a fait 489 ponctions FIV intraconjugales, enfin classique, on va dire, PMA classique. Donc notre biologiste a acheté une cuve plus grande, ça a été notre première action. Et après, il nous a dit qu'avec cette cuve beaucoup plus grande, eh bien, on a à peu près 2 ans devant nous si nous conservons un rythme identique, surtout pour l'autoconservation. C'est surtout elle qui en effet, bah, comme tous les centres, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Alors, ben, on a bien compris que pour le moment, ben, en termes de réflexion, ben, soit c'est essayer de faire des travaux, mais nous, en fait, on a des contraintes euh, logistiques, entre guillemets. La salle de congélation, elle est entre 2 couloirs et au niveau de la clinique, on ne peut pas aller au-dessus, c'est un bloc opératoire et on ne peut pas non plus faire disparaître les couloirs. Donc, on va. Alors, techniquement parlant, a priori, s'ils augmentent la capacité d'aspiration de la salle, on pourra mettre une deuxième cuve, mais après, ce sera terminé pour le coup. Donc nous, on serait intéressé éventuellement, ben, en effet, soit de la mutualisation, mais ça reste aussi du moyen terme, parce que si tout le monde fait plus, enfin, si la demande d'autoconservation continue à augmenter fortement, on va se retrouver coincé, peut-être pas dans 2 3 ans, mais dans 5 ou 10. Alors après, voilà, ben, oui, et la deuxième éventualité, c'est éventuellement un stockage, ben, en effet, externalisé via des choses publiques ou privées, je ne sais pas ce qui pourrait être fait dans le futur.
Merci pour cette intervention. Oui, c'est pour ça qu'on avait voulu regarder, on avait pensé que l'autorisation pour l'autoconservation sociétale pouvait être liée au fait que certains centres soient plus souvent en difficulté, en ce sens que le taux de réutilisation est pour l'instant évidemment faible et que d'autre part, du coup, les délais de conservation sont en moyenne beaucoup plus longs. Et c'est pour ça qu'on a essayé de regarder dans notre analyse s'il y avait une corrélation entre les deux facteurs. Et notre idée, c'est que finalement, les centres qui ont pu être autorisés ont peut-être, selon la configuration de leurs locaux, pu ou pas acquérir un nombre de cuves supplémentaires et donc gérer cette suractivité et ce besoin supplémentaire en stockage. Et aujourd'hui, quand on fait l'état des lieux, on n'a pas en fait la cinétique de remplissage des cuves, ni même le nombre de cuves qui ont pu être achetées. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que peut-être certains avaient la possibilité, une fois de plus, d'avoir des locaux plus grands et de mettre plus de cuves et ne se trouvent pas aujourd'hui plus en difficulté, enfin ne sont pas parmi ceux qui sont les plus en difficulté, alors que d'autres qui peut-être de toute façon n'ont pas pu modifier leurs conditions de stockage, se voient aujourd'hui dans des difficultés importantes sans que cette activité n'ait lieu de manière importante chez eux. Et donc, voilà, là, on fait un état des lieux et on est un peu, on voulait, par rapport à ce qui avait pu nous être remonté, avoir une vue globale de ce qu'il en était à l'échelle du territoire et essayer de trouver ce que pouvaient être les leviers. C'est la raison pour laquelle on avait posé cette question sur la destruction, puisque voilà, parfois, il n'est pas toujours possible de détruire dans les délais, mais ça n'est pas un levier qui semble efficace, en tout cas pas suffisant pour permettre de répondre à la difficulté de certains centres. On a souhaité réinterroger l'adage du ministère, donc la direction des affaires juridiques, qui a confirmé cette impossibilité de stocker dans le privé dans l'état actuel de la loi, et c'est pour ça on envisage, on a réfléchi à cette possibilité de la mutualisation au sujet Oui, je pense que ça reste une bonne idée, une sorte de méga banque régionale pour mettre tout ça. Alors après, il faudra voir aussi les modalités, mais comment on fait pour récupérer, parce que jusqu'à maintenant, ce sont les patients qui vont chercher la gamète. A priori, c'est possible jusqu'en août 27, je crois que l'application du règlement SOHO, ce sera que des transporteurs professionnalisés, si j'ai bien retenu Ça, c'est encore en réflexion. On essaye de simplifier au maximum le règlement SOHO pour vous simplifier la vie aussi et de pouvoir peut-être continuer en mettant peut-être des documents un peu plus officiels, mais que vous puissiez continuer à faire faire aller vos patients d'un centre à l'autre pour pas qu'il y ait des... Ah, ok, je pensais que ça allait être sûr à partir Non, de... il n'y a rien de sûr pour l'instant. SOHO, c'est vraiment encore en réflexion sur comment on fait le transport de gamètes. Il n'y a rien d'acté pour l'instant. Tout est en travail et en réflexion. Voilà, il y a rien d'acté. Après, nous, pour La Rochelle, on a une convention avec le CHU de Bordeaux pour le centre autorisé homonosphère. Donc tous les jours, globalement, pratiquement, on a les trois conteneurs qui partent à Bordeaux chercher des paillettes de sperme que les patients font. Au final, dans la réflexion, s'il y avait un transporteur privé une fois par semaine qui allait chercher, finalement, ça serait peut-être plus simple pour tout le monde. Ça coûte, même si les patients participaient au coût du transport, si elles mutualisent, eh ben, ça ne va pas être très cher. Et puis je pense que ça coûterait moins cher à tout le monde. Le centre qui prépare, eh ben, il aurait moins de perte de temps probablement, enfin, il serait moins dérangé dans ses tâches. Bon, ça, je pense que ça ne serait pas forcément mal que ce soit un transporteur professionnalisé. De toute façon, ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion pour voir dans quelle mesure le règlement SOHO impose ou pas que ce transport soit fait par un transporteur spécialisé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une notion de responsabilité et de traçabilité les deux notions sont renforcées par ce règlement. Et voilà, il faudra l'analyse d'impact en fait de ce règlement sur l'activité est encore en cours de discussion aussi avec les autorités de santé, et on essaye d'anticiper au mieux le fait que ce règlement s'applique d'ici
à peu près 16 mois désormais. Mais de toute façon, effectivement, dans le cadre de ce règlement, la question de l'organisation du transport et des transferts entre centres nécessitera d'être repensée, sachant par ailleurs que l'autoconservation elle-même peut-être incitera à la réflexion en ce sens que les femmes qui auront pu autoconserver auront probablement l'occasion de déménager dans leur vie et peut-être souhaiteront utiliser leurs ovocytes dans des centres différents de ceux dans lesquels elles ont Oui. autoconservé, surtout si le délai entre la conservation et l'utilisation est long. Voilà, les événements de vie font que probablement une part importante de la population change de lieu de résidence. Et cette question du transport entre centres est certainement une question qui sera à traiter de manière assez globale. Oui, c'est vrai que moi, voilà, je l'aborde toujours parce que nous, on voit beaucoup de patientes qui viennent de Bordeaux, en fait, dans notre centre, faire de l'autopréservation. Parce que Bordeaux, du fait de fortes demandes de médicales, ils font quasiment plus, enfin, ils font plus, en fait, de présa non médical. Donc, on a beaucoup de patientes qui viennent de loin pour nous voir. Et donc, elles nous demandent toutes, après, est-ce que je pourrais envoyer mes gamètes à Bordeaux? Ben, on leur dit que oui. Donc, on pourrait, ben non, le problème, c'est est-ce qu'on pourrait leur dire maintenant qu'elles les récupèrent ou pas? Ça libérait de la place. Fait, avant qu'elles aient leur projet, en gros, pour que la conservation, finalement, ait lieu là-bas plutôt qu'ici. Il faudrait peut-être voir aussi avec Bordeaux quelles sont leurs capacités et comment organiser. Enfin, je pense que tout doit être mis dans la convention que vous avez entre Bordeaux et vous, dans les délais est-ce qu'il faut un projet pour que ce soit rapatrié ou pas. Ok. Donc, en gros, quand on aura moins d'un an de stockage, on appelle qui, l'ARS ou l'Agence de biomédecine Ah bah, pour l'instant, voilà, si vous avez des difficultés, il faut déjà dialoguer avec la direction de votre établissement pour pouvoir voir ce qui est possible d'acquérir comme cuve si vous avez des locaux, ce que vous faites déjà, hein, enfin, je veux dire, Oui, oui. mais effectivement, on a essayé de réfléchir aux solutions qui étaient envisageables lorsque malheureusement, Oui, oui. ces solutions-là ne pouvaient pas être envisagées. Il y a une question dans le chat. Après, il y a quand même, juste me permettre de compléter, dans l'enquête moyen, c'est bien quand même de préciser qu'il faut d'abord parler à la direction de l'établissement parce que certains des centres qui estimaient des faibles capacités de stockage dans l'enquête moyen disaient également ne pas encore en avoir discuté avec leur direction d'établissement. Donc je pense qu'il y a quand même cette notion-là à bien avoir en tête que peut-être votre direction d'établissement peut jouer en votre faveur ou en tout cas prendre note de vos difficultés de stockage en AMP. Oui, nous, localement, en effet, il y a des réflexions qui sont faites sur un local à proximité immédiate qui pourrait éventuellement servir de stockage. Il y avait une main levée, Sophie Brouillet. Oui, merci. Donc bonjour, moi je suis la responsable du centre du CHU de Montpellier en Occitanie. Je pense qu'on fait partie d'un des centres en difficulté. C'était juste un mot rapide pour expliquer le contexte. Nous, la problématique, c'est qu'on est donc en cours de discussion d'une création, enfin d'une construction d'un institut de la fertilité ou d'un nouveau bâtiment depuis plus de 10 ans. Différents projets sont nés, sont morts. Et donc là, on est sur un nouveau projet à nouveau qui va très certainement être potentiellement inauguré aux alentours de 2030. Et donc, je pense que la problématique à laquelle on a été confronté pendant plus de 10 ans, là, c'est que, évidemment, les différents DG n'avaient pas spécialement envie d'investir du matériel ou des gros travaux dans les locaux actuels qui avaient pour vocation normalement d'évoluer rapidement. Et puis finalement, rapidement, on se retrouve 10 ans plus tard et donc on est en difficulté par rapport à ça. Mais voilà, on espère que le projet dont on discute à l'heure actuelle va voir le jour, sachant qu'il y a quand même un contexte financier relativement austère et on n'a pas de sécurité encore à ce niveau-là. Mais donc en tout cas, nous, pour l'instant, tous les travaux, toutes les discussions de travaux et d'amélioration du matériel sur les locaux actuels sont complètement au point mort depuis plusieurs années. Donc on est un peu bloqué. Voilà. Merci beaucoup.
pour ce partage. Vous êtes plusieurs centres à avoir des gros travaux prévus qui, du coup, obèrent la capacité à s'adapter à court, voire moyen terme, dans des locaux dans lesquels, effectivement, il n'y a pas d'investissement qui soit prévu et on entend. Ensuite, dans le chat, donc, on a eu une question. Vu que les gamètes anciennes ne sont plus utilisables, pourquoi certains centres n'ont plus de place? Alors justement, ça c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc finalement, les anciens gamètes sont bien détruits par les centres correctement. Et ceux qui auraient dû être détruits ne prennent pas finalement tant de place que ça. Donc j'ai du mal à comprendre le sens de la question. S'il s'agit des stocks de gamètes anciens donneurs, dont l'utilisation n'est désormais plus possible, d'une part, il y avait eu une opération de mutualisation qui avait été orchestrée par l'agence en 2023 puis 2024 pour permettre justement que ceux qui avaient des stocks excédentaires dont ils n'allaient pas avoir usage avant que la fin de l'utilisation soit actée, puissent les mettre à disposition des centres qui, eux, étaient jugés déficitaires. Donc cette opération de mutualisation, elle a permis d'utiliser au maximum et avant le 31 mars dernier les stocks qui ne pourraient plus être utilisés ensuite. Donc le résidu si je puis dire, de ces paillettes et puis les paillettes des donneurs qui, par exemple, ont donné naissance à plus de 10 enfants, a priori ont été détruites au fur et à mesure si les 10 enfants nés sont atteints et après la date du 31 mars, il n'y avait pas de date butoir définitive, mais voilà, il fallait que ces destructions aient lieu, en tout cas dans les suites du 31 mars. Et puis après, en fonction Normalement, c'est une activité qui a lieu au fil de l'eau. On s'était dit peut-être que certains centres ont été débordés à un moment et n'ont pas pu détruire effectivement un certain nombre de paillettes qui auraient pu l'être. Et c'était le sens de la question qu'on a posée. Et force est de constater que les activités ont dû pouvoir être menées de front, puisque l'estimation par les centres de ce qu'ils auraient pu détruire et qu'ils n'auraient pas détruit est assez faible. Et par ailleurs, la deuxième partie de question était les embryons se conservent normalement que 5 ans, donc pourquoi on arrive aujourd'hui à une saturation? C'est l'augmentation de l'activité globale en AMP qui amène à ce que le stockage soit, le besoin en capacité de stockage est augmenté. Donc, c'est plutôt en fait une mauvaise adéquation entre l'activité et la capacité de stockage avec un déséquilibre qui, de fait, semble être plutôt dans les CHU qui, d'une part, sont autorisés à l'ensemble des activités, donc ont été amenés à devoir recruter plus de donneurs et à conserver plus dans le cadre de l'autoconservation et dont probablement les capacités d'adaptation en matière de locaux sont plus faibles, puisque je pense que tout le monde sait que dans les CHU, les mètres carrés sont extrêmement disputés entre les différentes activités. Voilà. Après, il y a aussi des contraintes techniques parfois de centres qui auraient encore des mètres carrés disponibles, mais avec des salles de cryoconservation qui sont en étage, par exemple. Donc, la structure même du bâtiment ne permet pas d'ajouter une cuve supplémentaire parce que la contrainte en poids serait trop importante. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qui joue et qui aboutit à la situation qui peut être observée et qui peut-être, dans un certain nombre de cas, n'a pas pu être anticipée comme on l'aurait souhaité. Enfin, dernière remarque de cette personne, déplacer des gamètes congelées n'est pas facile et on peut le voir lors de transferts de centres. Donc, quid de cette mutualisation? Moi, j'aimerais répondre qu'on sait que certains centres transfèrent très bien des gamètes congelées avec des transporteurs et que ça marche vraiment très bien. Donc la mutualisation pourrait être possible. Ce serait peut-être plutôt les moyens financiers qui pourraient poser problème, mais
à l'heure actuelle, déplacer des gamètes congelées, alors voilà, comme je l'ai dit, certains centres le font sans qu'il y ait forcément de perte, par exemple. Je pense que c'est peut-être de ça que vous parlez, ni de problème d'identification. Enfin voilà, pour certains centres, ça marche très bien et pourtant ils font des transferts via vraiment de nombreux centres pour ceux dont on connaît le fonctionnement. Donc voilà. Ensuite, connaît-on les raisons pour lesquelles les centres ne peuvent pas augmenter leur capacité de stockage? Eh bien, je pense que ça a été évoqué par Anne-Claire précédemment, c'est-à-dire ça peut être des problèmes de mètres carrés, des problèmes de pièces de stockage en étage et donc d'impossibilité de rajouter des cuves faute d'effondrement de plafond, juste de problèmes. Enfin voilà, ça peut être. Après, certains centres envisagent de changer des petites cuves en grandes cuves. Ça, c'est des choses qui sont possibles, mais souvent, c'est dans quel délai, la question, et puis avec quel budget, surtout dans les centres publics, encore une fois. Il y aura aussi une problématique de stockage des gamètes données à la recherche si pas de CRB associé pour délocaliser les paillettes. Alors, les gamètes données à la recherche, ils doivent l'être dans un délai assez réduit. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 mois, à partir du moment où le couple décide de donner à la recherche. Donc, finalement, s'il n'y a pas de possibilité de délocaliser ces paillettes données à la recherche, elles vont être détruites et elles ne poseront pas de problème du stockage du centre. Pardon, ça m'intéresse. Du coup, j'ai peut-être pas tout bien compris. Les gamètes, on parle bien des gamètes données à la recherche. Nous, on est un CHU et du coup, forcément, ça prend de la place. On n'a pas de possibilité de les donner au CRB qui fait partie du même CHU. Donc, ça reste dans le centre d'AMP. Donc, vous dites que si on ne peut pas les délocaliser, on peut les détruire. Alors, la loi dit qu'à partir du moment où le couple ou la personne a consenti à donner à la recherche, il faut que ce soit donné dans un délai. Alors, je dis 6 mois, mais du coup, j'ai le doute maintenant. Pour moi, c'est 5 ans. Hein. Alors, il y a confusion parce que les attribué à un projet dans les 6 mois, normalement. Alors, je pense qu'on confond tout là. Il y a les embryons, c'est effectivement 5 ans. S'ils n'ont pas servi à un projet de recherche dans les 5 ans qui suivent le fait que les patients ont donné leurs embryons, à ce moment-là, on doit les détruire. Par contre, je n'avais pas cette notion que pour les gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, s'ils sont donnés à la recherche, on peut les détruire en 6 mois. Là, On va vérifier ce point et on reviendra vers vous sur les délais exacts pour. Parce que la réalité. Ouais, parce que la réalité, c'est que nous, on est sollicité par d'autres centres qui ne sont pas des CHU et qui voudraient bien en fait délocaliser leurs paillettes données à la recherche de spermatozoïdes, par exemple, ou d'ovocytes, pour les localiser chez nous. Mais en fait, nous, on a déjà en fait une tension sur le stockage. Et pour le moment, au niveau du CHU, je rejoins ce que disait du coup Séverine Grelier pour Montpellier, on n'a pas de proposition de solution pour pouvoir stocker donc au sein d'un CRB, au sein de l'institution. Donc en vrai, c'est pour ça que les paillettes, elles restent localisées dans notre salle de conservation. Et donc on serait quand même en grande difficulté pour accueillir des spermatozoïdes donnés à la recherche par les patients d'autres centres. Voilà, c'était un point concernant les gamètes. Dans le compte-rendu de ce webinaire, on fera un point sur les modalités des gamètes et embryons donnés à la recherche et sur ce que vous pouvez faire ou pas faire et dans quel délai. On refera un point dans le mail post-webinaire d'aujourd'hui. OK. En plus des patients qui ont auto-conservé en PF sociétal, nous réclament une nouvelle PO en vue de leur projet parental pour garder leurs ovocytes déjà conservés pour un deuxième projet parental. Oui, alors ça, c'est des réclamations qu'on a de plus en plus, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Les patients considèrent que quand ils ont fait une PF non médicale, ils restent éligibles à l'AMP avec de nouvelles ponctions tant que la dame a moins de 43 ans et que c'est une indication de FIV, hein, pas d'insémination. Et donc, en fait, elle nous réclame une nouvelle ponction, même si on a des ovocytes vitrifiés, en disant qu'il n'y a rien qui s'y oppose dans la loi et que ce n'est pas marqué qu'on doit utiliser d'abord les ovocytes vitrifiés avant de refaire une nouvelle ponction, contrairement à ce qui existe pour les embryons. Voilà, donc on a des dames qui veulent garder leurs ovocytes absolument, qui s'y accrochent et qui ne veulent pas les utiliser d'emblée. Alors ça fait partie des choses qui nous ont effectivement été relayées dans les questions que pose la mise en œuvre de l'autoconservation sociétale.
Et donc, on a fait la proposition à l'occasion de la réunion interprofessionnelle donc, qui a associé l'agence et les représentants des sociétés savantes, une des priorités euh, dès lors qu'on aura un peu renforcé les effectifs du côté de l'agence, euh, soit de travailler à cette question de l'autoconservation, de sa mise en œuvre, quel objectif en nombre, par exemple, d'ovocytes conservés. Est-ce que c'est un objectif en ovocytes? Est-ce que c'est une ponction, deux ponctions? Comment essayer de travailler et on avait pu en discuter d'ailleurs à l'occasion du dernier webinaire qui portait sur les données d'autoconservation. Et parmi donc les questions qui pourraient être à traiter, ce serait cette utilisation ou pas préférentielle des ovocytes vitrifiés selon ce que souhaitent les patientes et comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter une réponse à cette question et en tout cas y réfléchir à l'occasion d'un groupe de travail qui porterait sur l'ensemble du champ de l'autoconservation. Et ensuite, toujours Madame Grèce, dans la grande partie des paillettes conservées dans les centres qui font de la PF médicale sont, pardon, je vois pas, Oui. des spermatozoïdes autoconservés qu'on ne peut pas détruire. Oui, c'était par rapport à la remarque de Madame Bassot sur pourquoi, en fait, avec la destruction des stocks des gamètes ancien régime, on se retrouvait quand même avec trop. Bah, c'était pour dire, en fait, les cuves qui contiennent des spermatozoïdes autoconservés pour des raisons médicales ou des ovocytes, bah, effectivement, si les patients sont encore en âge de procréer et qui répondent, bah, on peut pas, évidemment qu'on ne peut pas détruire leurs gamètes et que ça s'incrémente dans le temps, en plus du tsunami de la conservation sociétale pour les ovocytes. Voilà, c'était juste une petite remarque dans le chat, c'est tout. Ensuite, pareil, une remarque mais à laquelle on a déjà répondu de Carole Mondré, ne faudrait-il pas inclure dans les textes législatifs que les patientes qui ont autoconservé doivent utiliser leurs ovos congelés avant une nouvelle ponction? Donc ça, je pense qu'on vient d'en parler. Madame Delacroix, pourrions-nous avoir des données infrarégionales pour travailler avec les centres à des mutualisations? Oui, on pourra partager avec vous les données de votre région. Envoyez-nous un petit mail et comme ça, on sera sûr de ne pas oublier. Antoine Clergeau, la problématique est avant tout financière, donc l'enveloppe globale des MIG sera-t-elle réévaluée afin de pouvoir financer l'ensemble des activités des centres, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière? Je vois Hélène. Est-ce qu'Hélène veut prendre la parole, Hélène Logereau, sur cette question? Oui, bonjour, nous allons répondre. D'accord. Bon, on vous fera une réponse. Je veux dans le chat, hein, dans le chat. D'accord, ok, dans le chat, ok. Et du coup, c'était la dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des mains qui veulent se lever Bon, de toute façon, on arrive bientôt à l'horaire de fin de cette édition. On espère que elle vous aura semblé utile. On ne manquera pas donc de vous adresser le compte-rendu et de répondre, comme Chloé l'a précisé, sur les conditions de conservation et de destruction de ce qui est donné pour la recherche. Vous allez recevoir pour les centres autorisés au don et à l'autoconservation l'enquête de suivi de la loi d'ici fin janvier, début février, très probablement. On sait que c'est une sollicitation supplémentaire. Elle nous semble utile pour continuer de suivre ces activités et on vous remercie d'avance de votre participation à ces enquêtes dont on sait qu'elles sont pour vous assez chronophages. On vous donne rendez-vous pour le 19 février pour notre prochain webinaire, à l'occasion duquel on devrait discuter d'éléments juridiques et vous présenter le rapport d'activité sur le DPI en complément des précédents rapports d'activité dont on a essayé de vous présenter les principales données. Donc, rendez-vous le 19 février pour discuter de ces deux points. On vous remercie tous de votre participation
et rendez-vous le 19 février prochain et encore meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2026. Bon Merci. après-midi à vous. Merci, mesdames. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Salut l'agence. Alors je vous entends pas, mais je vous embrasse. Je pense à vous Salut Claire. Salut Claire. et à bientôt. Bonne Ciao. année. Salut Ouais, bonne Claire, année à comment vous. tu vas?